nous nous sommes quittés en nous demandant quelles observations ont permis de valider l'hypothèse de l'expansion océanique de Hess et Tietz. C'est donc l'objet de la suite du cours qui constituera le grand 2 de notre chapitre sur la construction du modèle de la tectonique des plaques à partir de celui de la dérive des continents. Vous avez travaillé sur la validation de l'hypothèse dans votre TP11 et c'est l'étude du champ magnétique terrestre et de ses anomalies qui a rendu possible cette validation. Dans votre TP, vous avez découvert différentes idées, dont la première, la Terre possède un champ magnétique. Alors, pour faire simple, le terme de champ magnétique désigne une région de l'espace soumise à l'action d'une force qui provient d'un aimant ou d'une charge électromagnétique en mouvement. Le champ magnétique terrestre vient, lui, des charges électriques mises en mouvement dans le noyau liquide qui est constitué de fer et de nickel. Ce champ magnétique est assimilable à celui créé par un aimant droit, comme ici, dont le sud magnétique serait dirigé vers notre pôle nord géographique. Certains minéraux sont aimantés, et les roches qui en sont constituées le sont donc aussi très légèrement. C'est la deuxième information que vous avez découverte dans votre TP. Les minéraux des roches peuvent enregistrer le champ magnétique. À l'écran, le basalte que vous voyez ici dévie l'aiguille de la boussole. On voit bien que là, la boussole n'est pas déviée, celle-ci est déviée par l'aimantation du basalte. En refroidissant, les minéraux d'une roche enregistrent le sens du champ magnétique terrestre et le figent en dessous d'une température précise appelée le point de Curie. Comme on le voit ici, le champ magnétique est enregistré dans ce sens-là et les minéraux l'enregistrent quand la température de la roche est inférieure à la température de Curie. Si la température augmente, les nouveaux minéraux perdent le champ magnétique qu'ils avaient enregistré. Et si le champ magnétique change de sens et que la température franchit à nouveau à la baisse le point de Curie, les minéraux enregistrent le nouveau sens du champ magnétique qui est ainsi fossilisé. Et on appelle ça le paléomagnétisme. La première observation d'inversion du champ magnétique date de 1906 et a été faite par un physicien français du nom de Bruns. En 1920, le japonais Matsuyama mettra de nombreuses autres inversions en évidence, mais à cette époque, la polarité du champ magnétique terrestre et ses inversions suscitera peu d'intérêt. C'est 30 ans plus tard qu'a été avancée la théorie que le champ magnétique terrestre pourrait s'être inversé dans le passé et que les roches volcaniques en auraient gardé la trace en refroidissant. Les techniques de datation des roches, développées dans les années 50, ont permis de concevoir la première échelle de temps de la polarité magnétique, échelle donc constituée de périodes normales, celle où le sens du champ magnétique passé est le même que celui du champ actuel, ce sont les périodes représentées en noir, comme ici, et des périodes inverses, comme celle-là, que je vous montre, où le sens du champ magnétique passé est l'inverse de celui du champ magnétique actuel, et elles sont représentées en bleu. Donc ceci constitue le calendrier des anomalies, des inversions, le calendrier des inversions magnétiques. La progression des connaissances sur le champ magnétique terrestre ainsi que la datation des roches a permis de découvrir le phénomène d'errance des pôles, dont la résolution s'est appuyée sur une théorie vivement décriée depuis 50 ans,
vous vous en doutez, celle de la dérive des continents. Comment expliquer la présence sur les cartes actuelles de 3 pôles nord magnétiques de l'époque, autrement que par la réunion des continents par le passé et leur dérive par la suite? C'est ce qu'ont ensuite confirmé les anomalies magnétiques que nous allons étudier maintenant. Alors, la définition d'une anomalie magnétique, dans le cas où le champ magnétique enregistré est supérieur au champ magnétique terrestre, on parle d'une anomalie positive. Dans le cas où le champ magnétique enregistré est inférieur au champ magnétique terrestre, on parle d'une anomalie négative. Les mesures réalisées à travers l'océan ont révélé des anomalies magnétiques remarquablement régulières, comme on le voit ici, des bandes alignées de part et d'autre de la dorsale et parallèles à la dorsale. Alors en 1963, ce sont les scientifiques Vine et Matthews qui ont fourni une explication simple à ces observations. Ils ont combiné l'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques de Hess et Dietz, qui est reprise ici, et ils l'ont donc combiné à l'échelle connue des inversions du champ magnétique terrestre. Si les basaltes océaniques, comme ici, sont aimantés dans le même sens que le champ magnétique terrestre, les deux champs s'additionnent, on le voit ici, les vecteurs, on a 2 vecteurs, les vecteurs s'additionnent et la résultante donne une anomalie positive. Si, comme ici, plus tard de nouveaux basaltes se forment lors d'une période de champ magnétique inverse, le champ magnétique des basaltes est donc inverse, il vient se soustraire au champ magnétique terrestre et donne une anomalie négative. Ainsi donc, l'expansion océanique à partir d'une dorsale centrale produit des bandes magnétiques parallèles à cette dorsale. Les découvertes de Vine et Matthews constituent le premier test scientifique valide et avéré de la théorie de l'expansion océanique. L'étude des profils magnétiques des 2 dorsales les mieux connues, qui sont la dorsale sud-pacifique et la dorsale atlantique, permet de calculer la vitesse d'expansion des fonds océaniques. Il suffit de relier l'âge d'une anomalie magnétique, par exemple ici dans le Pacifique, 5 millions d'années, qui correspond à des basaltes qui se situent à 200 km de l'axe de la dorsale. Eh bien, on obtient une vitesse d'éloignement que l'on va multiplier par 2, puisque la dorsale produit du matériel des 2 côtés, donc l'écartement est multiplié par 2. On s'aperçoit donc que l'on a des vitesses moyennes pour le Pacifique. Alors ici, le calcul donne 8,4. On connaît des vitesses d'expansion du Pacifique entre 8 à 10, 11 cm par an et de 1 à 2 cm par an dans l'Atlantique. Alors, ces résultats ne sont pas contradictoires, ils sont très différents mais pas contradictoires, parce qu'il existe en effet 2 types de dorsales. On va trouver dans le Pacifique des dorsales dites rapides, alors que la dorsale atlantique est une dorsale d'un autre type que l'on appelle les dorsales lentes. Un deuxième sujet d'étude s'accorde à soutenir l'hypothèse de l'expansion océanique, c'est celui du volcanisme intraplaque. Alors on parle de volcans intraplaques parce qu'habituellement les volcans sont localisés aux limites des plaques, je vous rappelle, et non au milieu. L'exemple de Hawaï montre un alignement de volcans, vous avez travaillé sous Google Earth, un alignement de volcans, donc sur un axe nord-est, sud-ouest, les plus jeunes étant situés du côté
sud-ouest et les plus vieux du côté nord-est. Alors, ces volcans sont dits des volcans de point chaud, c'est-à-dire qu'ils se sont formés à partir d'un panache mantélique, panache de matériel en fusion, qui est remonté en surface. Donc, c'est ce qu'on appelle le volcanisme de point chaud. Le point chaud est fixe, et donc, on peut déduire de cet alignement et de l'âge des volcans de plus en plus vieux, un déplacement de la plaque vers le nord-est. Donc l'âge des volcans et leur alignement indiquent le déplacement de la plaque. Nous pouvons visualiser ceci dans l'animation suivante. Alors dans cette animation, on voit ici la dorsale, puisque je vous rappelle que la théorie des points chauds, c'est que on a la plaque qui se déplace au-dessus de points chauds, donc pour ça il faut bien un phénomène d'accrétion océanique. Donc on a la dorsale ici qui produit du nouveau plancher océanique, et lorsque le point chaud est actif, comme ici, un point chaud n'est pas actif de façon continue, il a une activité ponctuelle, eh bien il produit un volcan qui va rester actif le temps qu'il reste au-dessus du point chaud, et ensuite, en se décalant, eh bien, le volcan vieillit. C'est le cas de ce qu'on observe donc pour les volcans d'Hawaï. Grâce à l'âge de chaque volcan et en mesurant sa distance à un volcan dit de référence, alors ici on prend le plus jeune émergé, on peut tracer le graphique correspondant à l'âge des volcans en fonction de la distance. Voilà, l'âge des volcans, distance. Et ainsi, on peut déterminer la vitesse de déplacement de la plaque. Alors vous le voyez, on obtient une droite, c'est donc une fonction affine, dont l'équation est affichée ici. Et on observe donc l'équation de la droite y égale à x plus b, a est le coefficient directeur, y2 moins y1 sur x2 moins x1, donc on a donc le rapport des âges sur un rapport de distance, c'est l'inverse de la vitesse. Donc en prenant le coefficient directeur de la droite et en calculant son inverse, on obtient la vitesse de déplacement de la plaque. Alors là, on est à Hawaï, c'est la plaque pacifique. Et on obtient une vitesse de 11,2 cm par an, qui est complètement en accord avec les calculs dont je vous ai parlé juste avant, le calcul des anomalies magnétiques. Alors c'est en 1972 que Morgan posera cette théorie des points chauds, qui confirme l'expansion océanique et s'inclut donc parfaitement au modèle que nous sommes en train de construire. C'est justement la construction de ce modèle que nous verrons la prochaine fois, puisque vous l'avez compris, je pense, la théorie fixiste est en passe d'être abandonnée définitivement au profit d'une théorie mobiliste plus aboutie encore que celle de Wegener, la théorie de la tectonique des plaques.